Bonjour à tous. Comme promis, je vous propose ici des petits exercices qui concernent le TOS des 2 années précédentes, et plus exactement, je n'ai repris que les exercices d'électricité de septembre et d'août 2017, ainsi que ceux de septembre 2016. Et donc au total, ça fait 10 exercices d'électricité. Alors, première question. Une résistance électrique R est soumise à une différence de potentiel delta V de 9 volts. L'intensité du courant électrique qui la traverse vaut I égale 2 ampères. La puissance P dissipée vaut alors, et vous avez 4 choix. On a vu dans les vidéos de théorie que la puissance électrique est donnée par la tension, c'est-à-dire la différence de potentiel, fois l'intensité du courant. Donc ici, c'est très simple, la différence de potentiel à laquelle la résistance est soumise est de 9 volts, l'intensité du courant électrique qui traverse cette résistance est de 2 ampères, ce qui nous donne une puissance dissipée à travers la résistance de 18 watts. Il s'agit donc du choix 4. Deuxième exercice, on a 2 résistances mises en parallèle, autrement dit on a une première résistance R1 de 2 ohms ici, sur une branche parallèle une seconde résistance R2, le tout qui sera mis en parallèle sur un générateur de tension. Donc on a un circuit électrique qui ressemble à ceci. Et on me demande simplement la valeur de la résistance totale. On a 2 résistances en parallèle. On sait alors que la résistance totale est donnée par cette relation-ci qui est étudiée dans la vidéo qui concerne la théorie. 1 sur R1 plus 1 sur R2, c'est-à-dire 1 sur 2 plus 1 sur 3, c'est-à-dire si on remet les 2 fractions sur le même dénominateur, on travaille en sixième et ça nous donnera 3 plus 2, ce qui fait 5 sixièmes. Et donc, la résistance équivalente est donnée par 6 divisé par 5, c'est-à-dire 1,2 ohms. Donc si je remplaçais ces 2 résistances de 2 et 3 ohms par une seule de 1,2 ohms, aux bornes du même générateur, on aurait la même intensité de courant qui est tirée. Il s'agit donc du choix 2. Ensuite, on a ici un circuit qui paraît plus compliqué. Alors, il y a un petit truc avec les circuits qui sont travaillés un petit peu dans tous les sens, c'est de se dire, je prends le point de haut potentiel. Donc ici, si on a par exemple un générateur de 9 volts, ça veut dire que ce point-ci est à 9 volts. Les charges électriques qui vont quitter ce point-ci et qui viendraient par ici ne traverseraient que du fil. Jusque-là, elles ont toujours gardé le potentiel de 9 volts. Après quoi, rappelez-vous, les charges entrent dans une résistance, il y a un travail résistif et les charges perdent de l'énergie, c'est-à-dire perdent des joules par coulomb, et donc il y a une chute de potentiel, il y a une perte en volts. Tout ceci, ce ne serait que du fil. Là, ce n'est que du fil qui est considéré comme un conducteur parfait. Donc, ce point-ci est à 9 volts. Celui-ci l'est aussi. Celui-ci est à 9 volts. Celui-ci est aussi à 9 volts. Je change de couleur. Ce point-ci est à 0 volts. Alors, tout ceci ne peut être qu'à 0 volts, puisque ce n'est que du fil. Tous ces fils-ci sont connectés. Les charges qui reviendront par ici et qui reviendront là, donc celle qui sort de 75 ohms rentre ici, celle qui sort de 100 ohms rentre ici, celle qui sort du 50 ohms rentre ici, avec un potentiel qui n'a pas varié, puisqu'il n'y a pas eu de travail résistif, on a traversé que du fil. Donc ce point-ci est un potentiel de 0 volts. Et donc du coup, on peut réorganiser le circuit autrement et dire, si je pars de la borne de 0 volts, sur la première branche, je vais rencontrer 50 ohms. Sur une deuxième branche, je vais rencontrer 100 ohms. Et sur une troisième branche, je vais rencontrer 75 ohms. Donc si je remets les résistances, on a dit ici 75 ohms. On a dit ici 100 ohms. Et on a dit ici 50 ohms. Cette résistance de 50 ohms, si je remonte le potentiel, elle est connectée à une autre résistance de 50 ohms. Si je pars de 0 volts et que je vais vers le 100 ohms, il n'y a rien après la résistance de 100 ohms. Si je repars du 0 volts et que je vais après le 75 est précédé d'une résistance de 25 ohms. Je reprends les points qui étaient au haut potentiel, donc le haut potentiel est ici. Quand on quitte le haut potentiel, on peut rencontrer la résistance de 50 ohms qui est suivie d'une autre. Autrement dit, il s'agit de ce fil-ci. Quand on quitte
le haut potentiel, on peut rencontrer la résistance unique de 100 ohms. Autrement dit, il s'agit de ce point-ci. Et ici, évidemment, comme c'est du fil, il restera au même potentiel, qui est le haut potentiel. Et quand on quitte la borne de haut potentiel, on peut aussi rencontrer la résistance de 25 ohms, qui est suivie de la résistance de 75 ohms. Et donc, on reconstruit de façon assez simple le schéma électrique, mais de façon beaucoup plus conventionnelle que celle-ci. Or, ces deux résistances-ci, elles sont en série à la suite l'une de l'autre, donc elles sont équivalentes à une seule résistance dont la résistance totale vaut la somme des deux, c'est-à-dire une seule résistance de 100 ohms. Idem pour ces deux-ci qui sont en série. Ceci est équivalent à une résistance de 100 ohms. Et donc du coup, on a trois résistances en parallèle qui valent chacune 100 ohms. Et donc, si je cherche la résistance équivalente de trois résistances en parallèle, j'aurai ce calcul-ci. Et donc, on a 3 centièmes. La résistance équivalente est donc une résistance qui vaut 100 tiers, c'est-à-dire 33,3 ohms. La bonne réponse correspond donc au premier choix. Un haut-parleur de 8 ohms de résistance est branché aux bornes d'un amplificateur qui lui fournit une puissance de 72 watts. Autrement dit, on connaît la valeur de la puissance, on connaît la valeur de la résistance, et on me demande quelle est l'intensité du courant débité. Alors rappelez-vous, dans les relations théoriques qui ont été vues précédemment, on a vu la loi de la puissance qui dit que la puissance, c'est la chute de potentiel fois l'intensité du courant électrique. Et comme avec la loi d'Ohm, on sait que la chute de potentiel est donnée par R fois I, on se retrouve avec R fois I carré. Autrement dit, si je souhaite trouver I, j'aurai I carré qui est égal au rapport P sur R, et donc I qui est égal à la racine carrée de P sur R. La puissance est de 72 divisé par une résistance de 8 ohms, ça fait racine de 9, c'est-à-dire 3. Il s'agit d'une intensité de courant électrique, on parle donc d'une valeur qui vaut 3 ampères. Et donc le bon choix est le deuxième choix. Exercice suivant, un radiateur électrique est alimenté sous une tension, c'est-à-dire une différence de potentiel de 220 volts, et présente une puissance de 550 watts. Quelle est l'intensité du courant qui le traverse? On vient de rappeler la loi de la puissance, qui nous dit que la puissance dissipée, c'est la chute de potentiel fois l'intensité du courant. Et donc, ici c'est très simple, l'intensité du courant, c'est le rapport entre la puissance et la chute de potentiel. Il nous suffira donc de diviser 550 par 220, et si on divise 550 par 220, on obtient 2,5, il s'agit d'une intensité de courant, donc 2,5 ampères. Le bon choix est le dernier choix. Alors dans cet exercice, on parle d'une pile réelle, on n'a pas parlé de ce genre d'exercice dans la théorie, simplement on parle de la résistance interne de la pile. Alors de quoi s'agit-il? Quand on a un générateur, donc un générateur c'est un certain boîtier, sur lequel il est indiqué par exemple 9 volts, et on a une borne négative et une borne positive sur lesquelles on vient se connecter pour, par exemple, donc on connecte une résistance ou une ampoule ou peu importe ce qu'on connecte. Voilà. À l'intérieur de ce boîtier, il y a en fait déjà, de par sa construction, une petite résistance et puis seulement la source de force électromotrice. Et cette résistance, puisqu'elle est à l'intérieur du boîtier, on l'appelle en toute logique la résistance interne. Mais attention, parce que cela signifie que si la source de force électromotrice est de 9 volts, alors dès que cette pile va débiter un courant, donc dès qu'il y a un courant qui circule ici, la charge électrique, elle quitte la source de force électromotrice avec 9 volts, mais elle perd déjà une partie de son énergie dans la résistance avant de sortir. Et donc ce point de haut potentiel n'est plus à 9 volts, et plus le courant que je tire est important, et plus la résistance interne est importante, et plus le potentiel ici sera faible. Et donc en fait ce qu'on me dit, c'est que lorsqu'on tire un courant de 10 mA, la chute de potentiel aux bornes du générateur n'est plus que de 8,8 volts. C'est déjà plus 9 volts, puisqu'on a perdu ici une quantité d'énergie. Et donc, si on utilise les vecteurs comme on a appris à le faire en théorie, si je regarde la différence de potentiel ici aux bornes de la pile, le haut potentiel est par ici. Donc je vais tracer un vecteur comme ceci. Et ça c'est, je vais plutôt prendre V, je vais même dire delta V, c'est la différence de potentiel aux bornes de la pile.
Donc oui, je pourrais même dire, je vais effacer ceci, je pourrais même dire, non pas G, parce qu'on n'est pas aux bornes du générateur, mais je vais dire, hop, ce stylet, voilà, je vais dire delta V aux bornes de la pile. La charge électrique qui quitte la source de force électromotrice. Elle arrive ici, elle perd déjà une certaine quantité d'énergie dans la résistance, et donc ce point-ci est un potentiel plus faible que celui-là. Donc ici, je dois dire qu'il y a une chute de potentiel aux bornes de la résistance interne qui est dans ce sens-ci. Aux bornes du générateur, maintenant, ceci c'est le point de bas potentiel, ceci c'est le point de haut potentiel. Donc entre ces deux points-là, je dessinerai un vecteur comme ceci, qui est la différence de potentiel, la tension, aux bornes du générateur. Si je compare les trois vecteurs, on pourra écrire que delta V aux bornes du générateur est égal à delta V aux bornes de la pile, moins, puisque le vecteur est dans l'autre sens, moins delta V aux bornes de la résistance interne. Rappelez-vous, la tension, c'est une quantité d'énergie, sont des volts, donc ce sont des joules pour des coulombs, des joules par coulomb. Et donc, l'énergie qui me reste aux bornes du générateur, qu'il reste aux coulombs que j'envoie dans le circuit, correspond à l'énergie que ces coulombs avaient à la sortie de la source de force électromotrice, moins l'énergie qu'ils ont perdue dans la résistance interne. Donc tout ceci, c'est logique. Alors que sait-on? On sait que la différence de potentiel aux bornes de la pile, elle est de 9 volts. On sait que la différence de potentiel aux bornes du générateur n'est plus que de 8,8 volts. Et donc on peut trouver la chute de potentiel qui a eu lieu au sein de la résistance interne. Cette chute de potentiel dans la résistance interne vaut donc 9 moins 8,8, c'est-à-dire 0,2 volts. Donc il y a déjà 0,2 volts, c'est-à-dire 0,2 joules par coulomb, qui ont été perdus par les charges qui sont sorties ici de la source de force électromotrice et qui ont déjà dû traverser la résistance interne. Alors, ce qu'on me demande, c'est la valeur de la résistance interne. Si j'établis la loi d'Ohm, je peux dire que cette chute de potentiel, elle est donnée par la résistance interne fois l'intensité du courant qui l'a traversée. Alors, 0,2 égale la résistance interne que je ne connais pas, et le courant qui traverse cette résistance interne, c'est 10 mA. Attention, faites bien attention à ceci. Le milliampère n'est pas l'unité du système international, on doit travailler en ampères. Alors si on sait que 1 millimètre c'est un millième de mètre, c'est d'ailleurs ce que signifie le préfixe milli, c'est millième, 10 mm c'est 10 millièmes de mètre, 10 milliampères, eh bien ce sont simplement 10 millièmes d'ampères. Et 10 millièmes d'ampères c'est 1 centième d'ampère, c'est donc 0,01 ampère. Donc ici fois 1 centième, on se retrouvera donc avec la résistance interne qui est donnée par 0,2 divisé par 1 centième, c'est-à-dire 20. On parle d'une résistance, donc on parle d'une valeur exprimée en ohms. Et donc le bon choix est le troisième choix. Alors, quelle est la charge qui, il y a une petite faute d'orthographe ici, de frappe plutôt, quelle est la charge qui traverse en 4 secondes une branche d'un circuit fermé où règne un courant dont l'intensité est de 5 ampères? On a étudié l'intensité du courant électrique, on a dit que c'était un débit de charge, c'est-à-dire une certaine charge qui transite par une section de conducteur au cours du temps. Donc si je souhaite déterminer la charge, il suffit de multiplier le débit par le temps durant lequel j'observe la charge. On a un débit de 5 ampères observé pendant 4 secondes, on est dans les bonnes unités. Les ampères ce sont des coulombs par seconde, multipliés par des secondes, on va bien obtenir 20 coulombs. Et donc le bon choix est dans ce cas le troisième choix. Alors l'exercice suivant, on a deux circuits avec des lampes qui sont identiques, c'est dit dans le circuit, chacune des 3 lampes sont identiques entre elles, et soumises ou raccordées au même générateur, c'est-à-dire à la même pile. Donc ces 2 générateurs-ci sont les mêmes, et ces 3 ampoules-ci ont exactement les mêmes caractéristiques. Alors, on me demande de parler des affirmations suivantes. Est-ce que les tensions mesurées aux bornes des lampes L1 et L2 sont égales? Que imaginez que ceci soit une pile de 9 volts. Le coulomb qui part ici avec 9 volts perdra ses 9 joules intégralement
dans la première ampoule, et son voisin qui quitte ici avec 9 volts perd ses 9 joules intégralement dans la deuxième ampoule aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un truc de couleur, on peut le refaire ici. Si je dis que ce point-ci est un point de haut potentiel, là je n'ai traversé que du fil, donc quand la charge arrive ici, elle a toujours ses 9 volts. Quand la charge quitte ici et choisit le second circuit, la deuxième dérivation, alors elle a toujours ses 9 volts. Donc ces deux points-ci sont à un potentiel de 9 volts. Si je reprends la couleur noire pour le bas potentiel, celui qui serait donc à 0 volts, ceci ce n'est que du fil. Il n'y a donc pas de chute de potentiel à travers ces fils-là, puisque ce sont des conducteurs parfaits, et donc ces points-ci sont à 0 volts. Donc entre le rouge et le noir, il y a par exemple 9 volts, qu'on retrouve ici, qu'on retrouve ici. Ici, évidemment, c'est la même chose. Tout ceci, ce n'est que du fil, donc ce point est à 9 volts. Et de l'autre côté, tout ceci, ce n'est que du fil. Donc quand la charge arrive ici, elle n'a pas encore perdu son énergie. Donc elle est à un potentiel de 9 volts aussi. Et donc effectivement, on retrouve la même tension, la même différence de potentiel aux bornes de L, de L1 et de L2. Donc les tensions mesurées aux bornes de L1 et L2 sont égales, c'est vrai. Donc ceci, l'affirmation est vraie. Les tensions mesurées aux bornes des lampes L1 et L2 sont plus faibles que celles mesurées aux bornes de L. Bien, on vient de prouver le contraire, c'est faux. Les lampes L1 et L2 brillent moins fort que la lampe L. Alors attention, ici c'est un petit peu plus compliqué. Si on parle de briller, on parle d'une énergie dissipée. Autrement dit, on parle d'une puissance dissipée. Donc il faut que j'évalue les puissances à travers chacune de ces trois lampes. Elles sont identiques, elles sont toutes les trois alimentées avec 9 volts, donc en réalité elles vont dissiper exactement la même puissance. Mais si on veut, on peut le prouver. La puissance dissipée, c'est delta V fois I. Ici, on sait déjà que ceci, c'est le même. Il est le même pour chacune des trois lampes, on vient de le démontrer. Pour avoir la même puissance, donc pour briller de la même façon, pour dissiper la même puissance, il faudrait avoir la même intensité de courant. Alors, l'intensité de courant dans le circuit A, comme chacune des trois lampes, les trois lampes, sont identiques, elles ont toutes exactement la même résistance. Donc elles ont une résistance qui est identique dans chacun des trois cas. Donc, si je prends la loi d'Ohm pour la première ampoule, je pourrais dire que I, c'est delta V, qui est donc delta V aux bornes du générateur, divisé par R. Ça, c'est l'intensité qui va ici traverser la première ampoule. Si je travaille dans le circuit B, maintenant, j'ai ici un courant qui quitte le générateur et qui va se scinder sur le nœud ici en un courant I1 et un courant I2. Alors, dans ce cas-ci, pour le deuxième circuit, le courant total que j'ai appelé I, c'est delta V aux bornes du générateur divisé par R total, c'est-à-dire la résistance équivalente. Ici, on a deux ampoules en parallèle, donc on a deux résistances en parallèle. Donc la résistance équivalente, ce sera, donc 1 sur R équivalent, c'est 1 sur R plus 1 sur R, c'est-à-dire 2 sur R. Autrement dit, la résistance équivalente, c'est R demi. Étant donné que la résistance équivalente vaut R demi, ça veut dire que le courant qui est débité vaut 2 fois delta VG sur R. Autrement dit, le courant débité par cette pile est 2 fois plus intense que celui débité par cette pile-ci. Et comme les deux résistances sont identiques, évidemment, ce courant va se scinder en deux composantes parfaitement identiques. Donc on aura 2 fois delta VG sur R. Et donc le courant qui traverse chacune des trois résistances est exactement le même. Il vaut delta VG sur R. Même intensité de courant, même chute de potentiel, on a donc les mêmes puissances, et ces trois lampes brillent exactement de la même façon. Donc les lampes L1 et L2 brillent moins fort que la lampe L, c'est faux, elles brillent toutes les trois de la même façon. Je vous rappelle que soit vous refaites tous ces calculs-ci, soit vous vous dites simplement ce sont les mêmes lampes avec les mêmes caractéristiques, les mêmes résistances, soumises à la même différence de potentiel, elles débitent donc le même courant et elles vont donc dissiper la même puissance. Mais si vous êtes rassuré par les calculs, vous pouvez faire les calculs. Alors, le courant qui traverse les lampes L, L1 et L2 est le même, c'est vrai, on vient de le prouver. Donc ceci, c'est vrai. Les deux piles débitent le courant, c'est faux. On a dit que la deuxième pile devait débiter un courant 2 fois plus intense que la première pile. Donc ceci est faux. Alors, quel choix faut-il prendre? Cochez ci-dessous la proposition correcte, donc il n'y en a qu'une. Les tensions mesurées aux bornes des lampes L1 et L2 sont égales.
On a dit que c'est vrai. Les tensions mesurées aux bornes des lampes L1 et L2 sont plus faibles que celles mesurées aux bornes de L. C'est faux. Seules les affirmations 1 et 4 sont vraies. 1 et 4 sont vraies. Seules les affirmations 3 et 5 sont fausses. 3 et 5 sont fausses, mais la 2 l'est également. Donc seules les affirmations 1 et 4 sont vraies. C'est ce choix-ci qu'il faudra poser. Alors, l'exercice 9. Une ampoule lumineuse consomme de l'énergie électrique avec une puissance de 100 watts. Donc on connaît la valeur de la puissance dissipée. Sous une différence de potentiel de 120 volts. Donc cette puissance est dissipée lorsque la différence de potentiel vaut 120 volts. Quelle serait cette puissance si la différence de potentiel n'était que de 60 volts? Alors, ici on change la différence de potentiel. Alors attention, si je prends ceci, je mets une ampoule, voilà, cette ampoule dissipe 100 watts lorsque la différence de potentiel ici est de 120 volts. Comme la loi de la puissance me dit que P c'est delta V fois I, alors je peux en déduire que l'intensité du courant qui traverse cette ampoule est donnée par la puissance 100 divisé par 120, c'est-à-dire 0,83 ampères. Et la loi d'Ohm me permettra de dire que comme delta V est égal à R fois I, alors la résistance de cette ampoule, c'est delta V sur I. C'est-à-dire delta V qui vaut 120 sur I qui vaut 0,83. La résistance de l'ampoule est de 145 ohms. Pourquoi j'en viens à la résistance de l'ampoule? Simplement parce que comme je vais maintenant changer le potentiel, au lieu de mettre 120 volts, je ne mets plus que 60 volts, la puissance dissipée va être modifiée, par contre la résistance, elle ne dépend que de la construction de l'ampoule, donc la résistance, elle reste la même. Si donc dans ce second cas de figure, je mets 60 volts aux bornes d'une résistance de 145 ohms, alors l'intensité du courant change, elle vaut maintenant 60 divisé par 145, c'est-à-dire 0,41 ampères. On voit que l'intensité est divisée par 2 aussi, c'est logique. J'ai exactement la même ampoule avec exactement la même résistance. Je donne une force électromotrice 2 fois moindre. Je vais pouvoir donc je vais pouvoir générer un débit de charge, 2 fois moindre également. Donc l'intensité est divisée par 2. Alors, maintenant je peux utiliser cette relation-ci, la loi de la puissance, delta V fois I. J'ai une différence de potentiel 2 fois plus petite, j'ai un courant 2 fois plus petit également, je vais donc avoir une puissance qui vaut seulement 25 watts, qui est 4 fois plus petite. Et donc le bon choix, dans ce cas-ci, c'est le choix 1. Alors, le dernier exercice, parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui est fausse? Attention, on m'en demande juste une, mais c'est celle qui est fausse. Faites attention, la plupart du temps, on demande celle qui est vraie. Donc, si vous tombez sur les deux premières qui sont vraies, ne soyez pas perturbés, vous devez en chercher une qui est fausse. La loi d'Ohm, qui nous dit delta V est égal à R fois I, n'est valable pour un récepteur que si la résistance de ce dernier ne varie pas, c'est clair. Si R commence à varier, alors on ne peut plus utiliser cette relation linéaire. La puissance électrique P d'un récepteur de résistance R soumis à une tension U est donnée par P égale U carré sur R. Remarquez simplement que je vous ai appris dans des vidéos précédentes qu'en physique, généralement, U, c'est le symbole qui est attribué à l'énergie potentielle électrique, tandis que pour la tension, généralement, on parle de V et même de delta V, puisqu'il s'agit d'une différence de potentiel entre deux points, qui est l'énergie potentielle par unité de charge. Mais je vous ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il y avait souvent une confusion entre les deux paramètres. On utilise parfois U à la place de delta V. Peu importe, ça veut dire qu'on doit ici, d'après nos notations, démontrer que P c'est delta V au carré sur R. Alors, on connaît la loi de la puissance qui dit que P c'est delta V fois I. On connaît la loi d'Ohm qui dit que delta V c'est R fois I, donc que I c'est delta V sur R, donc j'aurai delta V fois delta V sur R, j'ai bien delta V au carré sur R. Donc cette relation est vraie également. S'il existe une différence de potentiel entre deux points A et B dans un circuit, cela signifie qu'il y a toujours un générateur entre ces deux points. Ceci, ce n'est pas vrai. Si je prends un générateur et que je mets par exemple 3 résistances, une première, une deuxième, et une troisième résistance.
on a ici une différence de potentiel aux bornes du générateur, donc delta V aux bornes du générateur. On aura ici une chute de potentiel aux bornes de la première résistance, une chute de potentiel aux bornes de la deuxième et une chute de potentiel aux bornes de la troisième. Cette résistance qui est traversée par un courant électrique est bien soumise à une différence de potentiel. Ça veut dire que la charge électrique qu'elle a plus d'énergie que lorsqu'elle en sort, puisqu'elle a perdu de l'énergie dans cette charge. Et pourtant, aux bornes de cette résistance, il n'y a pas de générateur. Le générateur est appliqué aux bornes du circuit total et pas nécessairement aux bornes de chacune des trois résistances. Donc ceci, c'est faux. Donc c'est cette propriété, c'est ce choix-ci qui est faux, et c'est celui-ci qu'on doit cocher. Vérifions quand même le dernier choix. Il est possible de mesurer une tension sans qu'il n'y ait de courant, c'est vrai. Si je prends une pile et que je la laisse sans charge, ça veut dire que je ne la raccorde pas à une résistance, elle ne débite aucun courant, mais ce point-ci est un point de haut potentiel, ce point-ci est un point de bas potentiel, et je vais donc mesurer à ces bornes une différence de potentiel. Pour vous en convaincre, prenez un multimètre, prenez une pile et mesurez la tension aux bornes de la pile. C'est d'ailleurs une façon de voir si elle est toujours valable ou si elle est plate. Vous mesurerez une différence de potentiel, c'est-à-dire une tension, alors que la pile n'est raccordée à aucune résistance, elle ne débite donc aucun courant. Donc c'est ce choix-ci qu'il faut cocher. Alors, les exercices concernant l'électricité sont déjà terminés, excusez-moi. Je vous propose de vous entraîner. Si vous cliquez sur le lien ici, vous allez trouver tous les TOS des années précédentes, avec toutes les catégories d'exercices en physique, et pas seulement l'électricité. Eh bien, allez vous entraîner, vous verrez si vous êtes prêt pour votre examen. En tous les cas, je vous souhaite vraiment bon courage. À bientôt.